Avant cela, la vérité sur une histoire de vie complètement dingue, avec des mystères révélés sur les services secrets français, la cavale de Colonna et bien d'autres choses, avec les confessions de Joe Peraldi, l'une des figures corses de ces 40 dernières années. Son livre est dans le top 5, je vous le disais, des ventes. Ça se lit comme un roman, coécrit avec Frédéric Ploquin, confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC. Bonjour Joe Peraldi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour à vous. Je le disais, hein, vous nous racontez tout. Alors, sur la Corse du Maquis, la cavale de Colonna, les échanges avec les policiers, avec Gaston Deffer, maire de Marseille à l'époque, ministre de l'Intérieur, patron de la Provence également, qui a été votre patron, parce que vous étiez, vous allez nous dire si c'était une couverture ou pas, mais j'ai l'impression que non, c'est ce que vous racontez. Vous étiez quand même journaliste, photographe de presse, et vous avez eu accès à certains moments donnés à des situations complètement dingues, quoi. Et puis vous parlez aussi, Charles Pasqua, des règlements de compte en Corse. Oui. Je ne sais pas si ça va vous parler. Orsoni, Santoni, en fait tous ces gens qui ont été tués par balle, abattus, les fameux règlements de compte entre les deux camps. Oui, bien ça. sûr, FLNC, Canal Historique, et puis Tout à fait. et les autres. Joe Peraldi, pourquoi aujourd'hui raconter en fait tout cela? Et est-ce que vous ne risquez rien d'ailleurs en révélant tout ça, notamment sur la cavale de Colonna, parce que quand on lit ça, moi je me suis beaucoup intéressé à ça, mais je n'avais jamais vu et jamais lu ce que vous écrivez. Vous ne risquez rien aujourd'hui? Non, absolument pas. Enfin, du moins, je l'espère. Oui. Je ne vois pas, car l'ensemble des gens qui ont pu l'aider, le cacher dans des appartements ou voilà, n'ont jamais été poursuivis, sont passés devant la justice et acquittés. Il n'y a pas eu de suite. Oui. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, Yvan Colonna est mort. Oui, c'est vrai. Donc, je crois que l'affaire s'arrête là. Oui. Oui. Et puis la manière dont il a été condamné. C'est vrai qu'il avait été condamné pour l'assassinat du préfet Rignac. Ouais. Mais toujours est-il qu'il a été tué dans une prison de la manière la plus inimaginable, hein. Bon, par un radicalisé qui avait reçu l'ordre, voilà, de nommer Ali, qui était dans les attentats de 95 à Paris, et il a vu ce gars en disant: Colonna a blasphémé le prophète, il faut l'éliminer. Parce qu'il est vrai qu'Yvan Colonna ne voulait pas entendre parler de religion. Ouais. Il lui a fait comprendre que toutes les religions l'intéressaient pas. Ça, on en est sûr, ça, Frédéric Ploquin. Oui, c'est sûr. On en est sûr, de ce qui s'est passé précisément pour Colonna, parce que bon, j'ai vu l'enquête et tout, mais tout de même... Même si ça se passe dans le huis clos d'une prison, on a réussi à reconstituer à peu près les faits. Et c'est assez simple, finalement. Le seule chose, l'anomalie énorme que l'État s'est autorisé, que l'administration pénitentiaire s'est autorisée, c'est que normalement, comme l'explique très bien Joe Peraldi, un détenu radicalisé de la sorte, qui est particulièrement surveillé, n'a pas à avoir ce statut d'auxiliaire qui lui permet de circuler un peu partout, d'oxy comme on dit en prison, et d'amener les plats cuisinés aux uns et aux autres, et de circuler à droite à gauche. Donc l'anomalie énorme, c'est qu'en fait cet individu qui a assassiné Yvan Colonna en prison, cet individu n'aurait jamais dû avoir cette liberté de mouvement qui lui a permis de passer à l'acte. Alors on l'a fait passer à un moment donné pour un déséquilibré et tout, non? C'est ce qu'il essaye de faire croire. D'ailleurs aujourd'hui, tous ceux qui font des actes plus ou moins, même y compris ceux que dans la rue aujourd'hui, on a toujours la tendance à dire c'est un déséquilibré. Bon, c'est un prétexte pour ne pas essayer d'échapper à la justice. Et à alors que pour vous, bon, on verra aussi. Non, pour moi, il est radicalisé, il l'a tué suite à cette affaire Frédéric Ploquin. C'est toujours en cours, cela, non? Oui, il y a un grand mutisme sur la suite de cette affaire. On n'entend plus parler. Il y a une vraie attente en Corse. Il y a une vraie attente sur la suite, sur le procès il doit y avoir un procès. On ne sait pas dans quel... Non, mais c'est pour ça, c'est en cours. On ne sait pas dans quelle prison il est, on ne sait pas dans quelle prison il est, on ne sait pas où en est l'enquête, on ne sait pas quand il sera jugé. Et il y a une attente terrible en Corse, parce que... Mais cette mort a vraiment beaucoup contribué au fait que Joe Peraldi et moi-même, à un moment donné, décidions de faire ce livre. Et je crois que alors justement, vous savez, c'est venu le jour où le drame est arrivé. Pour moi, c'est un drame, ce qui n'aurait jamais dû arriver, comme l'a expliqué Frédéric, dans une prison.
Bon, mais le monde nationaliste, les familles nationalistes ont protesté, ont même commis des actes très durs en Corse. Et au troisième jour, ces familles nationalistes se sont accusées les unes les autres pour récupérer politiquement la mort d'Ivan Colonna. Moi qui l'ai connu, et je l'ai vu arriver très jeune dans son village de Cargèse, et rentrer de Nice alors que le père était ce que voilà, vous savez, dans le livre, député. Bien sûr. Donc cette récupération politique m'a heurté. Ouais. Au moment où le bloc nationaliste doit se former derrière cette mort et protester violemment, ensemble, avoir cette union, on s'est déchiré un peu plus. Ouais. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Et j'ai voulu, comme je le dis, remettre l'église au centre du village. Ouais. Et régler. Et là, j'ai dit à Frédéric, on fait le livre. Ouais. Et c'est parti de là. Sinon, je n'avais pas trop envie de dévoiler certaines choses. Mais enfin, j'ai fait le livre. Qu'est-ce que vous n'aviez pas envie de dévoiler, Jean-Pierre À Aldi? 84 ans, est-ce qu'on peut faire un livre comme ça? Est-ce qu'on en... C'est pas Ça pour... ressemble à un... c'est Et pas vous pour- êtes toujours en vie, Dieu merci, pour- justement, mais ça ressemble à un livre testament. Non, voilà même ce pas, que j'ai fait. même pas. Voilà ce que- Non, c'est plus pour mettre les choses au point. Ceux qui Oui. liront le livre, qui sont en Corse, Ah bah, je vous invite. comprendront. Et certains, En Corse et puis ailleurs. Quoi, et bien ailleurs, sûr. Ouais. comprendront, dans les sous-entendus, à travers les lignes, comprendront qu'ils sont visés et que maintenant, il faudrait peut-être, écrire. J'ai écrit une page d'histoire, Ouais. mais pas toute l'histoire. Une grande page d'histoire. Ah, vous voudriez
9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ce matin. Tout à l'heure, on va parler de Marine Le Pen après 9h30. Juste avant ça, Jo Peraldi et Frédéric Ploquin pour ce livre « Confession d'un patriote corse des services secrets au FLNC » aux éditions Fayard. Vous allez dire, oui, oh, bah, ces histoires corses, on a lu beaucoup de choses en fait autour, ça ne m'intéresse plus. Eh ben si. Eh ben si, lisez ce livre parce qu'on apprend énormément de choses et ça se lit en plus comme un roman, mais un roman réel, bien sûr. Je le disais, vous étiez un des boss oui, absolument. C'est vrai, du FLNC. En fait, vous avez essayé d'éviter aussi les bains de sang parce qu'il y a eu beaucoup de morts, mais il y aurait pu en avoir beaucoup plus dans les règlements de compte. Beaucoup plus. Entre les uns et les factions, autres, entre les deux factions. D'ailleurs, aussi au passage, il y a ce qui nous ramène à aujourd'hui, où l'une des plaies de notre société, c'est le trafic de drogue. À un moment donné, il y a les deals, il y a la drogue qui circule là-bas, et c'est vous, les autonomistes, qui faites le ménage, quoi, non ? Les nationalistes. Les nationalistes. Je précise, les autonomistes. Oui. Bon, d'accord, on va pas revenir dessus. Non, mais en 80, nous nous rendons compte que la Corse est touchée par l'arrivée de la drogue. Alors que ça n'a jamais été le cas. Bon, pour nous, c'était quelque chose de très grave. Ça allait pourrir nos enfants, ça allait les intoxiquer. Donc on a dit, pas question de laisser rentrer la drogue. Et le FLNC décide, collectivement, bien entendu, avec une réunion où il y avait l'ensemble des responsables, de créer un groupe qui s'appelait À drogue à Vour, c'est-à-dire la drogue dehors. Et le but était d'éradiquer tous les trafiquants et tous les gros dealers. C'est ce qui s'est fait. En l'espace de 8 mois, il y a eu 17 ou 18 personnes assassinées. Y compris des Corses. C'était pas en fonction de leur nationalité. Et que vous disiez, alors il n'y avait pas des négociations directes, quoi que l'on apprenne, on apprend dans votre livre que finalement, avec les autorités, ça discutait d'une manière soit il y avait des passerelles. Il y avait des passerelles, comme on dit. Bah oui, avec que ce soit Charles Pasqua ou Gaston Defer. Charles Pasqua, c'était plus de la manipulation vis-à-vis de nous, donc on s'en méfiait. Mais il y avait des gens sincères. Il y avait également le Grand Orient. On avait des amis qui étaient... Grand Orient, donc à la franc-maçonnerie à Paris. Qui était aussi, et qui a continué plus tard. Il y avait aussi de gros fonctionnaires de police qui s'engageaient à discuter, à faire remonter les messages que nous avions. Voilà, ils le faisaient, mais sans... Voilà, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous apprenez, vous, Frédéric Ploquin, qui connaissait parfaitement les rouages, justement, de la police, de la gendarmerie, avec parfois des trafiquants, parfois des mafias, donc là, en l'occurrence aussi avec les nationalistes, pas les autonomistes, de Jo Peraldi. Qu'est-ce que vous avez appris à travers, vous, cette enquête, en rédigeant, en fait, ce livre ? Tout, parce qu'en réalité, le FLNC, c'est une légende, c'est quelque chose, c'est une organisation clandestine qui est admiré, mais tout à fait méconnu. Et là, on amène vraiment le lecteur. Et moi, je me suis retrouvé dans l'arrière-cuisine, dans les arrière-salles, sur la manière à la fois dont on recrutait, dont Jo Peraldi triait les jeunes, cherchait à voir qui pouvait ou pas rentrer dans l'organisation, parce que c'est quand même pas n'importe quoi de s'engager là-dedans. On risque sa vie tous les jours. Il faut savoir ne pas raconter, ne pas raconter ce qu'on fait. Donc, toute cette organisation-là n'avait jamais été racontée. Et au-delà de ça, il y a effectivement les négociations avec l'État, le rôle de certains grands flics qui, là-dedans, ont joué plutôt les intermédiaires à un moment donné pour pacifier les choses. Et en fait, je veux dire, Jo Peraldi nous permet de découvrir ce qu'était vraiment cette organisation, quels étaient ses buts. Et il y a des choses qui... Je veux dire, le fait, par exemple, que la France n'était pas l'ennemi la France n'était pas le principal ennemi, on va dire, du FLNC. Le principal ennemi, c'était les clans corses. Ça on le sait pas. Le fait qu'à un moment donné, Jo Peraldi, pratiquement avec ses amis de lutte, va affronter directement la mafia italienne qui est en train de pourrir un coin du sud de l'île, de privatiser une petite île, et que là, raconte-nous, je veux dire, là, à un moment donné, vous y allez. Oui, absolument. L'île de Cavallo avait été ce qu'on appelait l'île des milliardaires. En réalité, il y avait la mafia italienne derrière. Et l'argentier de la mafia italienne était un nommé Lilio Loricelli, lequel a été tué quelques années plus tard au Venezuela. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Et si vous voulez, on ne pouvait pas aborder l'île.
si vous avez une famille, vous vouliez pique-niquer avec un bateau, vous arriviez à vous mettre sur le bord, il y a des agents, des vigiles armés qui vous demandaient de repartir. Ouais. C'était un lieu qui avait été annexé, qui appartenait à la mafia et à l'Italie presque. Ouais, ouais. Bon, devant les injonctions parce que l'île se trouvait quand même être sur la municipalité de Bonifacio. Ouais, ouais. Et malgré les injonctions à la fois du près des préfets, l'autorité préfectorale, où ils ne répondaient à rien. Ouais. Donc nous décidons, nous, un jour, dans la nuit du 5 au 6 janvier 90, 11 personnes, se mettre sur 4 Zodiac dans une tempête épouvantable, la grêle, la pluie, tout ce que vous voulez. Nous avons débarqué. Et vous avez fait le ménage. Et nous avons démoli, détruit l'ensemble des centres vitaux de l'île. Ouais. On aurait dit que l'île avait été bombardée du ciel dans la nuit. Ouais. Il y avait eu 14 grosses charges importantes, reliées par 800 mètres de cours d'eau détonnants, mais enfin, ça, c'est des spécialistes comprendront. Voilà, qui ont sauté les unes après les autres et qui ont détruit complètement l'île. Ouais. Et là, ouais. Qu'on appelle les autorités, on peut retrouver. L'île aujourd'hui est sous contrôle de la mairie de Bonifacio et sous contrôle de l'État, y compris qu'on appelle la CDC maintenant, qui vient de préempter sur un terrain de 6 hectares. Ça, c'est une opération dantesque. C'est des opérations complètement incroyables. On voit que vous étiez quand même super organisé. À un moment donné, il y a en fait, vous enterrez l'un des vôtres. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est dans votre camp ou dans un autre camp. Et il y a des policiers qui veulent intervenir à la sortie, en fait, pour arrêter, en fait, interpeller les cagoulés qui portent le cercueil. Oui. Et vous aviez prévu, si jamais ils étaient intervenus, vous aviez prévu un plasticage d'un pont pendant la nuit, et il ne serait pas reparti vivant. Il aurait pu avoir des dizaines et des dizaines de morts. Ça se passe dans un petit village nommé Stéphanegarde, un village après Cargèse. Et il y avait un gars qui avait sauté sur la bombe. Il avait mauvaise manipulation. Il saute sur sa bombe. Il y a les obsèques ont lieu. Il y a 500 ou 600 gendarmes qui encerclent le village. Ouais. Et au moment, parce qu'il craignait que les honneurs militaires seraient rendus à la sortie de l'église. C'est ce qui s'est fait. Ouais. Les hommes cagoulés sont sortis en portant le cercueil. Et il y a M. Mancini, l'ancien préfet de police, qui se précipite et essaye d'en arracher la cagoule à un des porteurs responsables qui dirigeait le groupe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde s'est précipité pour empêcher. Ouais. Il ne fallait pas qu'il soit lynché. Ouais. Il y a Piero Poggio, pour citer son nom, qui l'a le premier protégé. Ouais, et moi, je dis à des gens qui étaient autour de moi, malgré mes appareils photo, j'ai dit protégez-le, il ne faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ouais. Sinon, c'était... Il aurait lâché. Il aurait lâché, ça aurait été un match. Ensuite, compte tenu, je termine sur le pont, si il y avait eu une charge des gendarmes qui étaient beaucoup plus nombreux et armés, il fallait voir, équipés, il fallait arriver au village, il fallait un pont. Il fallait passer sur un pont. Et on avait mis 300 kilos dans la nuit. Si la charge se faisait, on gardait les gendarmes, ils ne pouvaient plus revenir sur la route. Voilà, c'est ça. On faisait sauter le pont. Mais c'était une sacrée organisation. Sacrée organisation aussi pour la cavale de Colonna, quand même, hein, que vous racontez. Alors, je ne vais pas tout dévoiler parce que les auditeurs vont lire ce livre, mais c'est vous, où vous le mettez dans une 4L d'un couple de papis, Colonna, avec quelqu'un d'autre qui a un peu aussi l'apparence de ce papy. Et comme ça, vous déjouez en fait un peu tout pour aller le planter. On est passé par la route principale où il y avait l'ensemble des forces de police. Il y en avait, pas voir, par centaines. Il y avait un ouvreur de route avec un motard qui était très grand, parce que Yvan Colonna étant petit, le motard aurait été arrêté si l'homme avait été petit. Il avait un casque. Et à plusieurs reprises, vous racontez, Jean Peraldi, que Colonna, il a failli se faire coffrer, notamment quand il était employé dans un restaurant, etc. Et quand il a été interpellé, vous n'étiez plus, vous étiez en prison. J'ai été arrêté le 26 février 2000. Donc j'étais plus, après 9 mois de... Et il y a eu beaucoup d'erreurs. Énormément d'erreurs. Si vous n'aviez pas été emprisonné, vous auriez pu éviter, évidemment, qu'il y ait la capture de Colonna. Absolument. Parce qu'il ne fallait pas parler, c'était ça pendant les cavales. Il fallait maîtriser les consignes de sécurité qu'il y a dans ce qu'on appelle le circuit d'une cavale. Oui, c'est ça. Si on sort de là, et si on commence à l'amener hors du circuit, là, il y a des dérives qui se font et on ne respecte plus, on tombe dans des habitudes, on peut peut-être même faire des soirées avec des amis, soi-disant, mais bon.
Ouais, et c'est ce qui s'est un peu passé, et c'est pour ça qu'il a été évidemment suivi dans cette bergerie. Dans une bergerie. C'est le dernier endroit où il fallait le mettre. Ah oui, bah oui, parce que évidemment, les autorités, les policiers savaient très bien qu'il pouvait aller dans une bergerie. On a cru à un moment donné qu'il était en fuite à l'étranger, au Venezuela, etc. Oui, pourquoi vous n'avez pas organisé la fuite de Colonna à l'étranger? Non, il ne voulait pas. C'est lui qui ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et vous étiez favorable à ça ou pas? On aurait pu. Oui. Par exemple, sincèrement, le Venezuela, la Floride. J'ai vu, il y a beaucoup de liens entre la Corse et la Floride, Miami. Non, pas jusque là, mais peut-être jusque l'Amérique du Sud, certainement. Oui, certainement. Ouais. Et c'est lui qui jamais ne voulait pas quitter la Corse. Il ne voulait pas quitter la Corse, quoi. Ouais. Il était tellement attaché à la Corse qu'il ne voulait pas. Oui, et c'est ce qui a conduit à son arrestation. Un dernier mot, Jean Peraldi. Quand vous voyez la Corse aujourd'hui, il y a eu des négociations ces dernières années pour aller vers une forme d'autonomie de certaines fonctions. Quel regard vous portez, vous? Si vous voulez, l'autonomie, c'est ce pourquoi j'ai milité toute ma vie, avec beaucoup d'autres. On n'était pas indépendantistes. Et comme le disait Frédéric un instant, nous n'avons jamais qu'on appelle combattu la France en tant que telle. Nous avons combattu le système d'État qui protégeait les gens qui nous faisaient vivre comme une république bananière. Ça, c'est sûr. Mais jamais la France. Ouais. Jamais. Ouais. Donc, si vous voulez... Aujourd'hui, il y a un espoir d'avoir l'autonomie de plein exercice. L'autonomie, c'est pas l'indépendance, il faut bien le dire. L'autonomie de plein exercice, si vous permettez, rapidement, il y a trois volets, trois piliers principaux. Le premier pilier, c'est le régalien, qui appartient à l'État qu'à l'État. Le deuxième volet, c'est la responsabilité partagée d'une région ou d'une île, ou ce que vous voulez, qui discutent sur les parts que donne la participation de l'État en aide, et ainsi de suite. L'Europe, ainsi de suite. Et le troisième volet, c'est le pouvoir législatif. Nous pouvons utiliser les lois existantes, les modifier de façon réglementaire et les adapter aux besoins de la Corse, sans repasser par Paris. Et là, nous avons peut-être des possibilités d'améliorer... Vous pensez qu'un jour, Jean Peraldi, la Corse aura son autonomie, pas son indépendance, mais son autonomie? Son indépendance, il n'en est pas question, et bon... Non. C'est pour être dépendant demain d'un autre pays, bon, on va pas aller jusque-là. Jusque-là. Merci en tout cas, Jean Peraldi, Frédéric Ploquin, confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC, aux éditions Fayard. On a raconté quelques-unes des histoires qui sont dans ce livre, réelles bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres, ça se lit, je vous le disais, comme un roman, sauf que c'est 40 ans évidemment. Alors ça va passionner les Corses, j'imagine que dans chaque foyer corse on va acheter en fait ce livre, mais pas seulement bien sûr, tous ceux qui ont suivi ce développement, enfin il y a énormément de choses, c'est très riche. Bravo Frédéric Ploquin aussi, parce que vous êtes un grand spécialiste de toutes les affaires, évidemment, en police-justice. Oui, grande plume. Et vous avez été un œil en fait assez incroyable, reporter, photographe, mais également... on forme un binôme en fait, on forme un binôme qui fonctionne très bien. Allez, dans un instant, notre débat du vendredi, Éric Tegner et Alex Darmon, autour de Marine Le Pen dans la tourmente.